Eh bien, bonjour à tous et à toutes, je suis Aline, la dev de la toile, et aujourd'hui je vais vous montrer comment coder un système d'authentification from scratch. Pour cela, on va utiliser Express et Node.js. Pourquoi Express? Eh bien parce que c'est un framework assez minimaliste qui permet de pouvoir démarrer un serveur et un système de routage très rapidement. Il va donc pouvoir répondre à mon besoin aujourd'hui pour pouvoir vous montrer tout ce qui se passe derrière un enregistrement et tout ce qui se passe derrière un login. En fait, tout ce à quoi on doit penser. En effet, la plupart des frameworks automatisent totalement tout ce système d'authentification et facilisent totalement sa mise en place. Ce qui est normal, ce sont des outils qui sont là aussi pour faciliter notre travail de développeur. Et il y a des features que l'on fait très régulièrement, très souvent. Il n'est pas rare que ces frameworks proposent justement les outils nécessaires pour qu'on puisse voilà, facilement faire ce dont on a besoin. Mais aujourd'hui, on va voir tout ce qui se cache un petit peu derrière tout ça. Alors, tout ce qui se cache, entre guillemets. Évidemment, les concepts, vous pouvez les creuser à l'infini. En réalité, il y a énormément de choses derrière. D'ailleurs, si vous êtes un grand débutant, n'hésitez pas à potasser vraiment les concepts, à essayer de voir comment le web fonctionne de manière générale pour essayer de comprendre ce qui se passe. Bon, en tout cas, pour entrer dans le vif du sujet, on va d'abord commencer par parler de ce qu'on a besoin. Dans un premier temps, on va avoir besoin déjà d'une base de données, donc une base de données en local. Pour ma part, j'utilise MySQL Server pour pouvoir démarrer ma base de données en local sur le Mac. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez tant que vous avez une base de données active. Pourquoi? Parce que ma base de données, c'est ce qui va pouvoir préserver les données utilisateurs. Et c'est grâce à ça que je vais pouvoir regarder si l'utilisateur existe déjà ou pas, etc. Et surtout de pouvoir garder les informations nécessaires au système d'authentification. La deuxième chose, on va utiliser dans le cadre de cette vidéo Postman, puisque là je ne vais pas vous présenter d'interface client. Postman va me permettre de tester directement mes routes et de pouvoir vous montrer ce qui potentiellement va se passer quand on va rentrer les informations utilisateurs. Troisième point, eh bien, on va lancer Express, puisque ça va nous permettre d'avoir un serveur. Voilà, on va avoir besoin d'un serveur. En effet, pour résumer les choses, Express, c'est ce qui me permet donc de pouvoir jouer avec le protocole HTTP. C'est-à-dire que l'HTTP, en fait, c'est un protocole client-serveur et c'est ce qui va me permettre, en fait, de faire le lien entre ce qui se passe du côté du client et ce qui se passe du côté du serveur. Et c'est ce qu'on va voir, en fait, ici. C'est-à-dire que ces datas qui sont rentrées, elles sont enregistrées dans la base de données, mais avant cela, il y a une requête qui est faite. Cette requête, elle est envoyée au serveur, et le serveur, il va donner en retour une réponse. Cette réponse, euh, eh bien, ça peut être une réponse qui va dire que c'est OK et tout va bien, tout comme elle va retourner potentiellement des erreurs. Mais en tout cas, sachez que dans le chemin, il y a une demande qui est faite. Et cette demande, elle est analysée par le serveur. Et le serveur, il va retourner une réponse en fonction de ce qu'il a besoin, en fonction voilà, de ce qui est mis. Ok, tout ça, ça se passe au travers d'une route. Par exemple, là aujourd'hui, on va mettre en place un port qui va lire une route aussi spécifique. Par exemple, localhost 8000 register, eh bien, ça va nous créer une route. Cette route, en effet, elle va effectuer une action, elle va être liée à une action. Mais tout ça, on va le voir voilà, pour le schéma d'ensemble. Très bien. Alors, du coup, on va pouvoir démarrer notre application. Donc, c'est parti. Donc là, j'ai déjà préparé donc, un fichier .env.example. En effet, c'est ici que vous allez pouvoir spécifier les différentes variables d'environnement dont vous allez avoir besoin pour pouvoir démarrer en local votre base de données. Alors le fichier .env, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il existe beaucoup d'autres manières de pouvoir sécuriser nos variables. Là, en effet, ce sont des informations qu'il ne faut pas communiquer au vu de tous. C'est extrêmement important. Il faut que ce soit bien sécurisé. Là, par exemple, si vous souhaitez le mettre sur un repository GitHub, on va y arriver, eh bien, vous allez avoir besoin de créer un fichier gitignore et de lui dire d'ignorer le .env pour qu'il ne push pas le .env sur GitHub.
et garder secrètes donc vos données. C'est vraiment important de penser à ça et de bien faire en sorte que ce ne soit pas visible au vu de tous. Pourquoi j'ai déjà préparé un dossier database ici? Parce que aujourd'hui, je veux surtout vous montrer la mise en place du register et du login. Là, tout ce qui est base de données, en réalité, lorsque vous démarrez l'application, il n'y a pas d'emblée, à chaque démarrage, une création des tables, une création de la base. Il y a une connexion à la base. Et en fait, ce sont les migrations. Ce que vous avez, c'est plutôt un système de migration qui va créer les tables et qui va créer tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir mettre en place le jeu de données nécessaire dans votre back-end. Voilà. Mais ici, c'est pas ce qu'on va voir, hein. Il n'y a pas de migration. Donc, du coup, je fais de manière artificielle volontairement. Avant toute chose, donc là, comme vous le remarquez peut-être, j'ai pas mon fichier, mon package.json qui va contenir tous les packages nécessaires à mon application. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va déjà initier notre package. Donc, j'enregistre les différents éléments par défaut. Voilà. Tac, tac. Voilà. On a notre package ici. Et on va installer tout ce dont on va avoir besoin. Donc on va avoir besoin évidemment d'Express, Nodemon pour éviter de toujours fermer son serveur et le redémarrer toutes les 5 minutes à chaque modification que l'on va faire. Au moins Nodemon, ça permet de faire cet update automatiquement et on est tranquille. Je vais avoir besoin de mon Dotum pour pouvoir prendre en compte justement tout ce qui est sur mon fichier .env et que je ne veux pas montrer au vu de tous. On va avoir besoin de Bcrypt.js. Alors, Bcrypt.js, c'est ce qui va me permettre de saler et de hacher mon mot de passe. En effet, lorsque vous enregistrez un mot de passe utilisateur, on n'enregistre pas le mot de passe tel quel. Si vous enregistrez le mot de passe tel quel, c'est une énorme faille de sécurité. Vous ne voudriez pas que votre mot de passe soit là, visible sur une base de données au vu de tous. Non seulement c'est un problème parce qu'en plus, toutes les personnes qui vont potentiellement avoir accès aux données vont connaître votre mot de passe. Et en plus, si jamais la base de données se fait hacker, etc., enfin, en tout cas, s'il y a un problème, tout le monde connaît votre mot de passe. Donc, on n'enregistre pas du tout un mot de passe utilisateur. C'est une donnée strictement confidentielle et qu'il faut protéger. On va avoir besoin aussi donc, du JSON Web Token. En effet, lorsque un login est effectué et qu'il fonctionne très bien, on va demander au serveur en retour de générer un token. Et c'est ça qui va permettre d'avoir la preuve que l'utilisateur est bien connecté et que c'est bel et bien l'utilisateur en question. C'est ce qui va permettre de pouvoir garder ma session, qui est la preuve qu'il est bien connecté. On a absolument besoin donc de ce token pour ça. Eh bien voilà pour les... Ah non, j'ai aussi avoir besoin, excusez-moi, du package MySQL 2 puisque c'est grâce à ça que là je fais mes requêtes SQL pour pouvoir communiquer avec ma base de données et que je puisse avoir mes tables, etc. Puisque là je n'ai pas mes migrations qui gèrent ça. Donc voilà, on va installer toutes ces petites choses. Voilà. Alors, je code avec TypeScript, donc je vais ajouter aussi quelques types, voilà, pour pouvoir éventuellement les réutiliser. Si je daigne taper ça correctement. Hop. Il me semble que j'ai besoin de ça. Je vais avoir... Et ça. Voilà. C'est bon, je vais avoir besoin en termes de types. Oh, on a fait une petite erreur, effectivement. Autant pour moi. Forcément, il ne va pas le trouver. Et voilà pour l'installation. C'est parti maintenant qu'on a bien tous nos packages. Ce que l'on va faire, on va déjà se lancer notre commande dans le script. On va lui dire, lorsque je fais en gros un npm run serveur, eh bien, peux-tu lancer mon fichier serveur.ts. Bon, ce fichier n'est pas encore existant, hein, comme vous le voyez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le créer. Hop.
Et voilà, et bien on va commencer à appeler ce dont on va avoir besoin. Aujourd'hui, j'ai du mal à parler en français, veuillez m'excuser, hein. Quand je parle en anglais, c'est un désastre, et quand je parle en français, vous pouvez noter que c'est pas mieux. Alors, on va déjà, hop, Dores est déjà appelé le domaine pour que on puisse prendre de manière dynamique, prendre en compte les différentes données qui sont confidentielles. On va avoir besoin ici d'Express. Alors, pour cela, hop, je vais aussi avoir besoin de mon port. Donc là, on va process.port. Voilà, pour pouvoir récupérer la donnée qui est dans mon fichier .env, donc le nom de mon port. Et on va pouvoir lancer donc très facilement notre app. Il suffit de faire un const app égale express. Et là, on va pouvoir utiliser les différentes fonctionnalités propres à Express. Donc là, ici, c'est pour pouvoir spécifier que les réponses que l'on attend, ce sont des réponses en format JSON. Le format JSON, c'est très souvent, très souvent utilisé, hein, très régulièrement utilisé, c'est très répandu. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Là, c'est vraiment parce on serait dans le cadre d'une API REST et qu'on nous renvoie un objet en JSON. Ça pourrait ne pas être le cas. Donc c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. On va faire en sorte aussi qu'ils puissent prendre en compte les URL un peu plus complexes. Donc on va faire un que je me souvienne. C'est ça, c'est un extending to. Voilà. Et donc on va listen. Ce qui se passe donc hop, sur le port. Et si le serveur démarre bien, on va faire donc le serveur. On est bien sûr. Hop, hop. Voilà. Très bien. Et bien on va tester ça tout de suite, hein. Écoutez. Et normalement, si ça tourne bien, il va nous console. Parfait. Donc là, le serveur tourne bien sur 8000. Donc là, ça veut dire que c'est parfait, que tout tourne très bien et qu'on peut commencer à lancer notre projet. Alors là, je n'ai pas installé de cores, petite précision sur ça. Pourquoi? Parce que dans le cadre de ma démonstration, je vais juste la faire sur mon localhost 8000. Il n'y aura que du back-end ici. Mais sachez que les cores, c'est essentiel si jamais vous voulez faire communiquer les requêtes entre en fait plusieurs ressources. C'est-à-dire que s'il y a de la multi-ressource, il y a plusieurs noms de domaines et qui ne sont pas les mêmes, qui sont différents, il faut installer ces cores. Les cores, elles vont installer des entêtes HTTP qui vont permettre d'autoriser ça. Mais par défaut, sans les cores, il ne prend pas en compte en fait les multi-ressources dans le protocole. Donc voilà. Mais là, ici, on n'en a pas besoin dans le cadre de notre vidéo. Alors, continuons pour la suite. Alors voilà, maintenant on est fin prêt pour pouvoir continuer. Alors, première chose, je vais déjà import, chose que je n'ai pas faite jusque-là, mes deux fonctions. Donc, celle qui va me permettre de me connecter à ma base de données, celle qui va me permettre de créer ma table. Encore une fois, ça, la création des tables, etc., c'est géré par les migrations. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas à chaque démarrage de l'application une création des tables, etc. Il y a bien une connexion à notre base de données en local ou en production, mais en tout cas, il y a pas, c'est pas fait de manière mécanique comme ça. C'est les migrations qui gèrent ce genre de choses. Mais nous, pour notre exemple, on fait comme ça. Voilà. De manière, hop, totalement locale et bricolée. Très bien. Alors, on va s'inspirer ici donc du modèle MVC, donc c'est le modèle View Controller, modèle donc, qui est très connu. On n'en voit pas ici du tout tous les aspects, hein, l'aspect modèle et view
Là, c'est pas présent, mais je vais surtout vous parler de plus pour les contrôleurs. Donc les contrôleurs, ce sont les actions qui seront effectuées lorsque l'on va lancer une route. Voilà, c'est là qu'on décrit toutes les actions que l'on veut faire sur nos data. Vous voyez, voilà à quoi ça va servir. Les contrôleurs, donc vous avez plusieurs manières de faire. Donc on va faire un dossier contrôleur. Vous pouvez soit faire un contrôleur pour une action ou faire un contrôleur qui va avoir plusieurs actions. Bon, pour notre exemple, je vais plutôt choisir d'avoir un autre contrôleur, donc c'est-à-dire un contrôleur qui va avoir plusieurs actions, mais plusieurs actions qui concernent l'authentification. Avant de se lancer dans l'authentification, ici, plusieurs choses à savoir. On va se créer un petit dossier utils dans lequel on va mettre deux petites fonctions dont on va avoir besoin. En effet, ce sera un petit peu plus propre et un petit peu plus visible pour nous. Voilà, c'est plus sympa de faire comme ça. Donc je vais vous séparer. En effet, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va check si l'utilisateur existe déjà. Lorsqu'on va enregistrer un utilisateur, on va avoir besoin de cette fonction. On va aussi du coup créer une autre fonction qui va être celle donc d'insérer l'utilisateur si tout va bien dans notre enregistrement. En effet, pour reprendre un peu plus dans le détail, quand un utilisateur va s'enregistrer, on va prendre plusieurs éléments. On va avoir besoin d'un name ici, par exemple un email et un password. C'est ce qu'on va enregistrer. Lorsqu'on va enregistrer ces éléments, on va d'abord checker si tous les champs sont bien remplis. On va avoir besoin de checker si l'email que l'utilisateur va rentrer est déjà présent ou non dans la base de données. En effet, un email, c'est une donnée unique. Donc si quelqu'un est déjà enregistré avec un email précis dans la base de données, il y a de fortes chances que soit c'est une personne qui est déjà inscrite, soit quelqu'un d'autre s'est inscrite avec son mail. Mais en tout cas, c'est une donnée absolument unique. Et donc, on va d'abord checker si elle est déjà présente ou pas. Si elle est déjà présente, l'utilisateur ne pourra pas être enregistré. Troisième point, important que l'on vérifiera, mais ça on le fera au sein du registre même, on va hacher le mot de passe. Comme indiqué auparavant, on n'enregistre pas un mot de passe tel quel dans une base de données. Vous ne voudriez pas voilà, que qui que ce soit sache quel est votre mot de passe. Donc c'est une sécurité de la confidentialité des personnes. Voilà, donc c'est quelque chose à laquelle en fait il faut penser. Ok, eh bien on va commencer par coder notre check if user existe. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de notre bon package MySQL2. D'ailleurs, je vous invite d'aller voir la documentation, de l'essayer. C'est un package assez simple à prendre en main et c'est assez cool. Donc là, on va reprendre nos configs, parce qu'on a besoin de nos configs pour pouvoir bien rester connecté à notre base de données, c'est important. Hop. Donc là, je vais utiliser un const pool. En fait, dans ce package, on a la possibilité de faire un create pool. Hop. Donc là, on va faire un check if user existe, donc qui est une fonction asynchrone. On va prendre en paramètre un email, puisqu'il va avoir besoin de checker si l'email est déjà pris ou pas. Donc on va dire que ça retourne une new promise. Cette promise, elle prend deux arguments, un argument resolve et reject. Et hop, elle va nous permettre de faire notre action, qui va être de faire une requête SQL. Donc la requête, ça va être de dire, je vais sur la table de mes users, donc je prends tout sur toutes les données dans mes users. Est-ce que tu peux regarder si mon email est bien égal à la valeur que j'ai sélectionnée? Voilà. Ok, on va checker du coup s'il y a une erreur et s'il y a bien un result, donc un result qui est de type user, hop, qui va prendre une identité user. Donc s'il y a une erreur, eh bien
je lance une erreur. Et s'il n'y en a pas, eh bien je vais return mes results. Et si mes résultats retournent bel et bien quelque chose, eh bien, hop, je récupère ce quelque chose. Sinon, la resolve est à nul. Ok, on va faire notre interface user qui va être renvoyée. Donc, notre user va nous être renvoyé avec un ID, un name, un email et un password. Hop, je vais pouvoir export default ma fonction. Tac. Pour pouvoir ensuite la réutiliser. Ok, très bien. Maintenant, on va avoir besoin de la même chose ici, sur mon insert user, sauf que là, voilà, la fonction ne va pas être la même, puisque l'objectif, ça va être que lorsque tout est OK, lorsque j'ai bien tous mes champs, que mon passe est bien haché et qu'il n'y a pas l'email qui est déjà enregistré, je vais pouvoir insérer mon utilisateur. Donc, j'ai envoyé les éléments que je veux prendre en compte pour pouvoir enregistrer dans ma requête. Ok, hop. On va faire pareil, une new promise. Cette new promise, elle prend deux arguments, un resolve et un reject. Et hop, on va lancer notre requête SQL. Donc là, on va faire un insert into users. On va lui insérer un name, un email, un password. Donc les values, hop, sont pour le moment pas connues. Hop. Et dynamiquement, on va pouvoir lui dire qu'on reprend le name, email et password ici. Ok, donc là, pareil, hop. En argument, on va prendre une erreur de type error et un result qui va nous ressortir donc un array qui contient notre objet user. Donc s'il y a une erreur, c'est la même chose que précédemment. On va lui demander de nous faire une erreur, de nous retourner une erreur. Et sinon, eh bien, il va juste nous retourner le résultat, donc c'est-à-dire faire l'insertion comme on veut dans la base dans la base de données. D'ailleurs, on va même faire un console.log pour dire que... ah d'ailleurs, non, excusez-moi, ça va pas être ici. On va plutôt le faire... Non, j'exporte default ma fonction et on va plutôt le faire ça au niveau de l'action pour dire ce qu'on attend de notre serveur. Ok, très bien. Donc là, j'ai les deux fonctions dont je vais avoir besoin pour pouvoir faire mon register. On va pouvoir se lancer à l'intérieur. Ici, donc, notre register. On va pouvoir commencer à mettre en place notre action dans le contrôleur. C'est parti. Alors, on va d'abord import tout ce dont on a besoin. Donc, je vais déjà avoir besoin donc, de bcrypt pour pouvoir hacher mon mot de passe. Voilà. Je vais avoir besoin aussi, alors avant toute chose, de mes deux types. Donc, de mon type request et response, donc qui vient d'Express. Je vais avoir besoin du coup d'importer aussi deux autres choses. Eh bien mon check if user exist et je vais avoir besoin d'importer aussi mon insert user. Ok.
on va pouvoir faire notre fonction. Donc, on va commencer par faire un const register qui va prendre, donc pareil, une fonction asynchrone et qui va prendre du coup une requête de type requête, une réponse de type response. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, première chose que l'on va faire, eh bien, c'est que l'on va déjà récupérer du body les 3 éléments dont on va avoir besoin. Ok. Je vais donc faire ma promise. Donc, on a un try et un catch qui va prendre une erreur. Hop, hop. Et mon catch, il va retourner une res.status. Donc là, ici, je vais lui préciser ce que je veux que mon serveur retourne. Et là, il va me dire un message en JSON. Ou en JSON, de vous prononcer comme vous voulez. Je vous laisse débattre sur le sujet. Donc là, c'est internal server error. On va mettre un petit message en anglais pour que ça fasse un peu plus réaliste. Ok. Donc la première chose, on va d'abord bien check si on a au moins, s'il n'y a pas de mail, ou s'il n'y a pas d'email, ou s'il n'y a pas de password, c'est-à-dire que si l'un des trois n'est pas présent, eh bien je vais dire à mon serveur de me retourner un statut 400 qui va dire en JSON, donc toujours, eh bien que tous les champs ne sont pas remplis. Voilà. Premier point. Deuxième point. Excusez-moi pour le petit reniflement intempestif. Alors, on va avoir besoin d'hacher notre password. Donc là, on va d'abord saler. Donc, on va faire un bcrypt.getSacked. Saler, c'est ce qui va nous permettre de générer en fait des chaînes de caractères aléatoires. On va le faire sur 10 rounds. Plus il y a de rounds, plus c'est sécurisant, mais aussi plus c'est coûteux. Donc on va faire une bonne petite moyenne de 10. On va ensuite hacher notre mot de passe. C'est ce qui va permettre, ici, hacher, de générer une chaîne de caractères aléatoire, totalement sécurisée. Donc ça nous permettra de ne pas du tout avoir connaissance du mot de passe de l'utilisateur quand il va en générer un. On reprend le password et on reprend bien entendu le sac. Ok, c'est ce qui va nous permettre ici, donc on va faire notre objet user. On va prendre le même name, le même email que récupéré là-haut, sauf password en fait, qui va prendre le password haché. C'est ça que l'on va, envoyer en fait. On va pouvoir checker déjà, pareil, si le user existe. C'est ce qui va nous permettre de faire ça. Et voilà, de pouvoir bien checker si on a déjà cet utilisateur dans la base de données ou pas. Si c'est le cas, on va demander à notre serveur de renvoyer un statut 400 qui dit que du coup c'est pas bon, on n'a pas ce qu'on veut. En format JSON, il nous renvoie le message suivant: cet utilisateur existe déjà. Voilà. Et sinon, si tout va bien, et d'ailleurs j'ai même oublié, hop, là on est dans une fonction asynchrone, donc c'est très très important de lui dire de bien attendre que chaque action se soit écoulée avant d'effectuer l'autre, donc d'ajouter cette await. Et on va await insert user avec nos 3 informations. Voilà. Et on va pouvoir return res.statut de 101 pour dire que voilà, c'est tout bon, c'est bien passé, et dire que l'utilisateur
utilisateur a bien été créé. Alors par contre, je vais... Hop, hop. Voilà. Et on a ici notre register. Notre register, on va export. On va faire un export register directement parce que j'aurai besoin aussi de mon autre fonction. Voilà déjà pour notre register. Et bien maintenant que l'on a bien notre register, et bien ce qu'il va falloir faire, c'est la route qui va pouvoir appeler cette fonction. On va donc faire un dossier route, voilà, qui va prendre du coup mes autres routes. Voilà, on va mettre toutes mes routes à l'intérieur de ce fichier. Donc pour ça, c'est pareil, on va prendre Express, require Express. Donc avec Express, c'est extrêmement simple. Vous allez voir, le système de routage est assez rapide, hein, puisqu'il suffit de faire un const routeur est égal à Express point routeur. Voilà. Et c'est tout ce dont vous allez avoir besoin en réalité. Donc, il vous suffit ensuite bien, de faire un routeur.post, hop, register, et d'importer donc, voilà, la fonction register. Donc, la fonction qui va être appelée au moment où on va effectuer, où on va lancer une requête sur cette route. Pourquoi c'est un point post ici? Eh bien parce qu'on est sur de la création. On va effectuer une action sur la donnée qui est une action ici de création. Et pour ça, on va lancer une requête post. C'est cette requête à travers cette route qui va être lancée donc au serveur. Et le serveur va réagir en fonction des actions qui ont été décrites. Donc là, ici, vous reconnaissez, c'est la fonction que j'avais dans mon contrôleur. Et c'est cette action qui va être effectuée lorsque je vais tout lancer. Il nous manque plus qu'à... hop, avant, il faut que j'exporte. Module.export. Mon routeur. Voilà. Pour pouvoir ici le réutiliser. Alors, en fait, c'est même pas ça, c'est plutôt const route. Voilà, je vais reprendre mes routes qui viennent donc de mon dossier. Donc non, c'est le fichier juste avant. Hop, routeur. Et là, on va lui dire d'utiliser donc hop, à partir de la route principale, mes routes. Et donc là, on va pouvoir tester. Donc si tout va bien. Oh, excusez-moi. npm run server. J'ai pas fait de run dev, c'est l'habitude. Run server parce que dans mes scripts, j'ai mis serveur pour lancer ma commande. Donc voilà, on est bien connecté à notre base de données. Notre table a été créée. Très bien. On va maintenant pouvoir tester notre register. Donc là, comme je vous l'ai indiqué, je n'ai pas d'interface client ici. Donc on va utiliser Postman. Voilà. Postman qui va nous permettre de pouvoir tester nos requêtes. Donc là, on a dit qu'on lançait une requête post. On va lancer une requête post sur cette route puisque c'est la route que nous avons définie. Nous avons dit que lorsque nous lançons une route register, eh bien on va faire la fonction, on va mettre en place la fonction register. Cette fonction register, elle a besoin des informations utilisateurs suivantes. Un name, un email, et un password. Ok. Et lorsque je vais lancer ma requête, hop, voilà, l'utilisateur a bien été créé. Le serveur me renvoie ce que j'ai voulu qu'il me renvoie si jamais je n'avais jamais cet utilisateur. En effet,
on va vérifier que si normalement là, je lance les requêtes une seconde fois, il devrait me dire eh bien, que l'utilisateur est déjà pris, qu'il est déjà présent. Pourquoi? Parce que cet email est déjà enregistré dans ma base de données. La dernière chose que l'on peut tester ici, eh bien, c'est de voir s'il prend bien en compte le fait que, bah voilà, tous les champs ne sont pas remplis. Parce que je lui ai dit que s'il n'y avait pas tous les champs, eh bien, ça ne passait pas. Donc là, vous voyez assez clairement le rôle du serveur ici. On envoie, comme vous voyez ici, les informations utilisateurs et le serveur, il va réagir en fonction de ce qui a été établi, évidemment, par exemple, dans notre contrôleur. Ok. Donc là, on voit que tout se passe bien. L'autre façon de vous démontrer que j'ai bien quelque chose dans ma base de données, donc là, ici, eh bien, je vais vous le montrer ici assez aisément. Voilà. Donc là, j'ai fait des essais un petit peu avant. Mais voilà en gros ce que ça donne dans ma base de données. On a bien un utilisateur test avec l'ID 1 qui a été enregistré et dont le mot de passe a été haché. Voilà, je ne peux pas du tout avoir connaissance ici du mot de passe de mon utilisateur. Très bien, nous allons pouvoir maintenant passer à la mise en place du login avant de terminer cette vidéo. Et voilà, on en arrive donc vers la fin, c'est presque fini. On va maintenant s'occuper du login. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire appel à notre GZ Web Token. En effet, lorsque le login s'est très bien déroulé, eh bien le serveur va retourner un token. Encore une fois, ce token, c'est la preuve que votre utilisateur est bien connecté et que vous avez bien une session. On va donc faire un generate token, ça va nous permettre de générer le token. Il prend en argument un ID, ce sera l'ID de l'utilisateur ici. Et on va lui dire donc, lorsque tu récupères un ID utilisateur, hop, et que tu as bien le code secret, eh bien, est-ce que tu peux générer un token? On peut même lui donner, donc du coup, plusieurs fonctionnalités. Par exemple, d'expirer au bout de 30 jours, comme je viens de le faire ici. On va maintenant procéder à la fonction du login. Donc le login, c'est une fonction qui est totalement asynchrone. Je vais y arriver. Il va prendre donc une resc qui est de type request, une resc qui est de type response. Ok. Et de la même manière, en fait, il va prendre donc ces deux informations. On va avoir besoin ici de l'email et du password. C'est avec ça qu'on va s'authentifier. Donc on récupère ces deux éléments du body. Donc en gros, de ce que l'utilisateur va donner comme données. Ok, on refait donc avec le même schéma qu'au-dessus. S'il y a un problème avec le serveur qui ne passe pas du tout dans le try, il va pouvoir générer une erreur. S'il n'y a pas de souci, eh bien, on va lui demander de check deux choses. Déjà, de check si on a bien un email et si on a bel et bien un password. Si c'est le cas, donc là, je vais carrément prendre, hop, déjà cette phrase, hop là. Et on va lui dire que s'il n'y a ni l'un ni l'autre, eh bien, on va lui dire de remplir tous les champs. En effet, si on n'a ni l'un ni l'autre, on ne pourra pas vous authentifier. L'utilisateur n'est pas authentifiable si on n'a ni email ni mot de passe. Il faut pouvoir checker les deux. Donc là, on envoie une erreur. Si ce n'est pas le cas, parce que ça se peut qu'il oublie. Ok. Deuxième chose que l'on va regarder, une fois qu'on a bien les deux. Et bien une fois qu'on a bien les deux, on va regarder si l'utilisateur existe bel et bien. Voilà. Est-ce que déjà, ce mail est bel et bien dans ma base de données ou pas? Et si ce n'est pas le cas, et ben c'est pareil. On va lancer une erreur. On va dire, tu m'as donné un email,
mais, euh, mais il n'existe pas. Voilà. Et donc, s'il n'existe pas, ben, je ne peux pas t'authentifier. Il n'y a rien à faire. Si je peux t'authentifier, donc là, égal à user exist. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le user. Donc, ce que l'on va dire, c'est qu'on va aussi, une fois qu'on a bien vu que l'email existe bel et bien, c'est est-ce que le mot de passe match bien? Est-ce qu'il y a bien le même mot de passe? Est-ce qu'il est bon ou est-ce que ce n'est pas le bon? Et bien pour ça, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire un password chain, ok? Et on va dire abcrypt de compare le mot de passe qui a été tapé et le mot de passe que l'on a retrouvé sur le user. Du mot de passe de user retrouvé. Du user dont l'email est bien enregistré, qui correspond à l'email qui a été bien enregistré. C'est pareil, si le mot de passe ne matche pas, en fait, eh bien on a une erreur, c'est pas possible, on ne pourra pas se loguer. Voilà, le mot de passe est incorrect. Et enfin, là, on aura vu quasiment un grand ensemble de cas. Une fois qu'on a bien check que le mail est bien existant, que le mot de passe qui est tapé est bien correct et correspond bien à l'utilisateur que l'on a trouvé, et bien cette fois, on va pouvoir dire c'est bon, si tout est OK, eh bien tu peux renvoyer le token. Et d'ailleurs, hop, on va bien sûr lui demander d'en générer un. Et voilà. Et on va enfin, tac, lui faire ce qu'il souhaite. Donc là, je vais créer l'interface user. Bon, encore une fois, ça, il vaut mieux le mettre sur un dossier commun. Hein, c'est pas une bonne pratique de répéter du code, mais je le fais ici pour ma démonstration. Voilà. Mais sachez que je ne le ferai pas forcément comme ça. De manière générale. My bad, j'ai oublié du coup de faire mon petit await en fait. Et je n'ai pas mis de return ici. Donc forcément c'est pour ça qu'il était pas très content. Ok, normalement on ne devrait pas avoir de soucis. Voilà, donc là, il n'y a pas d'erreur. Tout semble aller pour le mieux et on va aller tester notre route ici. Donc là, j'ai déjà mon petit login avec un post ici pour tester le code. Et voilà, j'ai bien un token qui a été généré parce que Gmail existe bel et bien et que c'est bleu, bon mot de passe. Si toutefois je change et que je fais ça, que c'est pas le bon mot de passe, il va me mettre que le mot de passe est incorrect. Ok, si je lui fais par exemple test 2, ici dans le mail, il va me dire que cet email n'existe pas. Donc voilà, on a bien une route qui fonctionne, avec un enregistrement, un login qui fonctionne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. L'objectif, ça aura été vraiment de montrer en réalité toutes les opérations, tout ce à quoi il faut penser en fait lorsque l'on met un login et un mot de passe en place. Et comme vous le voyez, c'est énormément d'opérations et que même au-delà de ça, il y a toute une histoire de protocoles, de requêtes, de serveurs qu'il y a à savoir, à connaître et du moins, au moins à comprendre dans les grandes lignes pour pouvoir faire du web et comprendre surtout ce que vous faites.
Mais voilà, je tenais à vous montrer tout ce qui se cachait derrière tout ça et de le faire aussi dans, bah voilà, dans la mesure de ce que je peux vous apporter, en espérant vous avoir aidé et en vous souhaitant donc eh bien un bon été. Voilà. Allez, salut la communauté des devs. Ciao!